L'Argentine est aujourd'hui l'une des puissances majeures de l'Amérique du Sud avec une démocratie un tant soit peu fonctionnelle. Elle dispose d'un rayonnement international majeur, tant par le sport que par le tourisme. Mais si on revient un peu dans le passé pour parler de l'indépendance argentine. Les Argentins combattirent les Espagnols au XIXe siècle pour acquérir leur indépendance en 1815. Donc les provinces rebelles, parce que toute l'Amérique du Sud se rebella contre l'Espagne à peu près au même moment, prirent le nom d'Argentine à partir de 1831, et le pays tel qu'on le connaît, à savoir la République argentine, naquit en 1861. L'Amérique du Sud fut secouée au XIXe siècle par différents mouvements indépendantistes qui souhaitaient en fait prendre avantage d'une Espagne sur le déclin depuis les guerres napoléoniennes dans les années 1810. Alors que de nombreux pays européens étaient encore dirigés par des monarchies à tendance absolutiste, c'est-à-dire où les monarques tenaient énormément de pouvoir, la plupart des États nouvellement indépendants en Amérique du Sud, à l'image de leurs voisins en Amérique du Nord, les États-Unis, souhaitaient mettre en place des régimes à tendance démocratique. L'Argentine ne fit pas exception à cette règle. Ainsi, à l'exception du Brésil et du Mexique qui connurent différentes phases de monarchie, où la France joua parfois un rôle, tous les États indépendants, suite à l'effondrement de l'empire colonial espagnol, devinrent des républiques aux velléités démocratiques. La réalité des faits est bien sûr beaucoup plus compliquée. L'Argentine, l'un des plus gros pays du continent, connut plusieurs phases suite à la fondation du pays tel qu'on le connaît en 1861. Le pays apprit les règles du jeu démocratique pendant plusieurs décennies, si l'on peut dire, jusqu'au grand crash financier de 1929, où vous le savez, la bourse de Wall Street s'effondre et une crise commerciale majeure s'étend dans le monde entier. En 1930, un coup d'État est mené par les éléments conservateurs et nationalistes, et celui-ci renversa le gouvernement argentin, et un autre gouvernement fut mis en place, qui était en fait contrôlé par une partie de l'armée, par l'aile droite de l'armée. Ceci fut nommé plus tard l'infâme décennie, au vu de l'incompétence notoire des gouvernements. Donc, l'Argentine, c'est plutôt un pays de coup d'État. Et un autre coup d'État va prendre place en 1943, cette fois-ci par la branche gauche de l'armée. Et un nouveau gouvernement va prendre le pouvoir. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans notre sujet plus précisément, parce qu'un homme extrêmement important dans l'histoire entière de l'Argentine allait commencer en fait son ascension. Je veux parler de Juan Perón, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Donc Perón, au début, c'était quelqu'un d'assez normal, si je puis dire. C'était un officier qui faisait partie, vous voyez, de ce groupe d'officiers, de groupe de militaires qui renversa le gouvernement. Donc Perón fut placé, parce que c'était un officier un peu subalterne, on le plaça à un ministère qu'on pensait un petit peu inutile. Bon, bah écoute, tu vas t'occuper des affaires de travail et des affaires sociales. Sauf qu'en fait, l'homme était extrêmement doué. Perón était extrêmement doué et il allait devenir l'une des personnes incontournables de ce nouveau gouvernement. Parce que c'était quelqu'un de très charismatique, qui allait en fait négocier avec tous les syndicats et avec surtout la gauche syndicaliste, qui était alors un mouvement important au sein de l'Argentine. Et à cause de ça, il allait devenir quelqu'un d'extrêmement important. Donc Perón voyait que sa popularité dans le pays augmentait significativement. Lorsque les militaires finirent par se retirer, c'est-à-dire que les militaires pensaient qu'ils avaient fini par stabiliser le pays, donc ils se retirent en 1946, Perón devint candidat à la présidence du pays. Il a été élu en 1946 et il mena une politique très difficile à qualifier. On va commencer à parler de péronisme, c'est un terme qu'on va définir un tout petit peu après. Alors c'était des politiques qui rappelaient la gauche, c'est-à-dire qu'il y avait quand même énormément de politiques sociales, mais avec une composante extrêmement nationaliste. Et voilà, et on était dans un monde où on était au début de la guerre froide, donc alors très polarisé. Vous aviez deux blocs. Vous aviez donc le bloc occidental, dit capitaliste, le bloc dit communiste, le bloc de l'Est. Donc les politiques menées par son gouvernement déplurent un petit peu aux États-Unis, qui avaient peur en fait, étant donné que c'était des mesures très sociales, de voir l'Argentine comme une porte d'entrée du communisme en Amérique du Sud. Ce qui d'ailleurs était d'autant plus étrange pour Perón lui-même, parce que bien que lui et son gouvernement, donc comme je disais, prenaient des mesures sociales, il y avait des mesures extrêmement répressives contre leurs opposants, des mesures tout à fait antidémocratiques. Et Perón lui-même, il avait des influences très différentes pour ce mouvement, c'est-à-dire que on parlait de sa capacité à négocier avec les mouvements de gauche, mais il n'a jamais caché, et ça s'est avéré historiquement, son admiration pour Mussolini, par exemple, donc le dictateur fasciste italien, et fut impressionné par les politiques mises en place dans différents états fascistes en Europe, l'Allemagne nazie ne faisant pas exception. Et c'est aussi une explication pourquoi le gouvernement de Perón autorisa l'installation d'anciens nazis qui fuyaient l'Allemagne pour éviter le jugement, et donc en fait plusieurs anciens criminels nazis furent cachés en Argentine. Pourquoi l'Argentine ? Pourquoi ils ont fui là-bas ? C'est-à-dire que l'Argentine, c'est un pays aussi d'émigration. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'émigration européenne à la fin du XIXe siècle, dont une grosse émigration allemande. Donc c'est pour ça qu'il y a certains Allemands qui fuirent en Argentine à la fin de la guerre. Adolf Eichmann, qui fut l'un des fondateurs de la solution finale, se cacha en Argentine jusqu'en 1962. Puis il fut extradé en Israël. Donc Perón resta en place jusqu'en 1955, où, encore une fois, un coup d'État le renversa, soutenu par une opposition qui allait des communistes jusqu'à l'extrême droite. C'était les gens qui soutenaient le coup d'État.
D'autant plus cocasse, si on peut dire, que parce que vous aviez ces factions à la fois dans son propre mouvement, hein, le mouvement dit péroniste. La période précise qui nous intéresse est celle qui commence après 1973, après donc la chute de cet énième gouvernement militaire, et le grand retour de Juan Perón de son exil où il s'était réfugié en Espagne. Donc voilà, comme je disais, il avait été renversé en 1955. Durant leur exil en Espagne, il s'était constitué en fait toute une espèce de petite cour. Il y avait différents gens, différentes personnes qui les soutenaient, dont notamment une personne, José López Rega, qui était donc un ancien policier à la réputation un petit peu sulfureuse. Il allait commencer à cette époque sa discrète ascension. En 1973, lorsque le gouvernement en Argentine chuta, Perón envoya Rega en Argentine pour en fait qu'il prenne une place dans le nouveau gouvernement. Et donc Rega devint le ministre des Affaires sociales dans le nouveau gouvernement élu après 1973. Hein, voilà. Et López Rega en fait représentait l'aile droite des soutiens de Perón, c'est-à-dire la branche dite nationaliste. Et pendant le temps où il travaillait en Argentine, il travailla en fait à saper l'influence du gouvernement, afin d'isoler ses opposants et de préparer le retour de Juan Perón. Donc il a fini par réussir avec différentes manipulations politiques et il les fit tous démissionner à la fin de l'été 1973. En juin, donc le 20 juin 1973, Juan Perón retournait en Argentine. Donc à sa descente d'avion à Buenos Aires, il y avait un immense mouvement de soutien. Imaginez-vous des millions de personnes qui étaient en train de l'attendre pour l'accueillir, parce que donc, comme je disais, il avait encore une certaine popularité. C'est à ce moment-là qu'il y avait des tireurs embusqués en fait dans toute la route, autour de la route à côté de l'aéroport, qui ouvrirent le feu en fait sur la foule. Il y a eu à peu près une quinzaine de morts et des centaines de blessés. Voilà. Sans qu'on le sache originellement qui avait déclenché une telle chose. Comme je le disais, les gens qui étaient là pour le soutenir faisaient partie de l'aile gauche du parti. Et la personne qui avait organisé ce massacre était Rega, qui en fait voulait porter un coup mortel aux organisations. Donc, comme je disais, le gouvernement s'effondra à cause des manipulations de Rega, et il y a eu d'autres élections en septembre que Perón remporta. Et il retournait au pouvoir avec sa seconde femme, Isabelle, donc, que je venais de mentionner, en tant que vice-présidente. Celle-ci, alors Isabelle Perón avait une sacrée réputation, elle était réputée dans le pays pour être stupide, hein, malheureusement. Elle est encore en vie, donc j'espère qu'elle ne tombera pas sur la vidéo, même s'il y a peu de risques. Et en fait, elle n'avait même pas fini l'école et était connue pour être surtout extrêmement influençable. Isabelle, en fait, alors Juan Perón était à la fin de sa vie, hein, parce qu'il était très malade, il était à la fin de sa vie, donc il était surtout assez faible, et Rega, en fait, prit le contrôle d'Isabelle, parce qu'il la savait influençable, et c'est lui qui fit en sorte que Isabelle soit la vice-présidente, en fait, parce que le couple fut élu. Ce qui fait que, parce que Rega savait pertinemment que Perón allait mourir, il disait, bon, ok, quand il va mourir, ce sera Isabelle, ce sera celle que je contrôle qui va devenir présidente. Et c'est exactement ce qui allait se passer. Juan Perón mourut en 1974, et Isabelle devient du coup présidente. Et Rega, qui n'avait pourtant pas de position officielle, il fait qu'une espèce de conseiller au gouvernement, devint en fait l'homme fort de l'Argentine. C'est-à-dire que c'est lui qui composa tout le gouvernement, et il se nomma lui-même chef de la police, alors qu'il n'était que caporal. Et en fait, Rega devint une espèce de gourou, tout simplement. Il était versé extrêmement dans l'occultisme, hein, vous savez, les sciences occultes, la magie, et il se qualifiait lui-même de magicien, vous voyez, et de devin. Il a écrit durant sa vie plusieurs centaines de pages d'analyses politiques sulfureuses, expliquées par des pseudosciences, hein, vous savez, des différentes choses qui ne sont pas scientifiques, en fait, des doctrines un petit peu étranges, et de la magie. Rega était né un 17 octobre. Et le 17 octobre, en Argentine, c'est considéré comme la date fondatrice du péronisme, en référence au 17 octobre 1945, où il y a eu de très importantes manifestations. Et Rega voyait ça comme un signe divin. C'est-à-dire que je suis né un 17 octobre, le 17 octobre c'est la fondation du péronisme, enfin, voilà, je suis une espèce de tout. Et voilà, il se voyait en fait comme un protecteur né de l'Argentine. Il allait même jusqu'à penser que les Perón en eux-mêmes étaient des dieux vivants. Que Juan Perón et ses différentes femmes étaient des espèces de dieux. Lors de l'enterrement de Juan Perón, il alla faire un éloge exalté, hein, lors de ses funérailles, l'appelant pharaon. C'est-à-dire qu'il se référait à Perón comme un pharaon. Vous vous rappelez, les pharaons, donc, qui étaient les rois en Égypte antique, c'était des dieux vivants. Vous voyez l'espèce de parallèle bizarre qu'il était en train de faire. Et voilà, c'était devenu le marionnettiste de l'Argentine qui contrôlait absolument toute la présidence et tout son gouvernement. Il souhaitait en fait la purification, hein, dans ses propres thèmes, de l'Argentine et un renouveau complet. Il ne cachait absolument pas son admiration pour les figures nazies et fascistes, hein, et il était un homme extrêmement violent, et c'était sous son gouvernement, entre guillemets, hein, qu'il y a eu des politiques extrêmement répressives qui furent mises en place contre l'opposition. Voilà. Il gagna le surnom à ce moment-là de El Brujo, qui est un mot espagnol qui pourrait se traduire par sorcier, mais sorcier spécialisé dans l'invocation de démons.
Donc voilà, ça vous dit un petit peu le type de personnage. Donc Isabelle Perón, en fait, ne contrôlait rien, elle était complètement subjuguée par son mentor, qui enchaînait décision impopulaire sur décision impopulaire, c'est-à-dire que l'économie argentine s'effondra à l'époque, et séance d'occultisme la nuit. Et ça a atteint un certain point jusque... Alors, on n'a pas de date précise, mais c'est quelque chose qui a été rapporté par différentes sources espagnoles. Lorsque Rega, qui était versé dans le spiritisme, pour essayer d'améliorer la situation dans le pays, qui en fait était en train de lui échapper, Rega convainquit Isabelle Perón de la faire posséder par l'esprit de la première femme de Juan Perón, donc Eva Perón, qui avait été la femme, qui avait été sa femme pendant le premier mandat de Juan, rappelez-vous. C'était une femme extrêmement populaire et extrêmement philanthrope. Donc Rega s'était dit, bon, bah, vu qu'on n'est pas très populaire dans le pays, je vais faire posséder Isabelle, comme ça elle aura un esprit un tant soit peu intelligent et doué, comme ça ça va pouvoir améliorer les affaires du pays. Donc pour ça, ils sont allés déterrer le corps d'Eva Perón, ils l'ont mis dans le palais présidentiel, voilà donc le corps embaumé, et ils ont fait vivre Isabelle à côté de ce corps embaumé pendant quelques jours pour essayer de la faire posséder par l'esprit. Voilà, donc surprenamment, ça n'a pas marché, voilà, parce que ça ne marche pas, ce genre de choses. Rega organisa toujours autour de lui des groupes d'organisations occultes, telles que des loges dites pseudo-maçonniques. Des loges pseudo-maçonniques, en fait, c'est des loges maçonniques qui se réclament de la franc-maçonnerie, mais qui en fait étaient exclues par la franc-maçonnerie dans son ensemble, justement. En général, c'est des loges qui tiennent des positions occultistes, comme on disait, et surtout affiliées à l'extrême droite, au fascisme et à ce genre de choses. À la fin de l'année 1973, du coup, Rega fonda la AAA, donc on parle pas des jeux vidéo ou des films, mais l'association anticommuniste argentine. Donc c'était un groupe en fait paramilitaire qui se mit à assassiner et à tuer brutalement toute personne suspectée d'être communiste. Donc en fait c'était tout opposant au régime, tout simplement. C'était absolument vague comme définition. Et voilà, ils s'attaquèrent donc aux ecclésiastiques, aux universitaires, surtout les historiens, parce que Rega souhaitait développer une nouvelle histoire en Argentine, et c'est pas possible de développer une histoire officielle quand il y a des historiens un tant soit peu compétents, ainsi que toutes sortes d'opposants politiques, et même n'importe qui disait du mal du régime. Donc la AAA faut responsable au moins, il y a eu 700 morts qui ont été confirmés, jusqu'à plusieurs milliers dans les estimations. Il y a aussi des milliers de disparus qu'on n'a jamais retrouvés. Donc voilà, même si Rega avait en fait assis son contrôle sur l'Argentine, la situation dans le pays était en train complètement de lui échapper. C'est-à-dire qu'il y avait des manifestations permanentes, des gens qui hurlaient contre le régime. Et Isabelle Perón, même si pas très maligne, réalisa cela. Et elle le força à démissionner, et Rega fut envoyé en Espagne à partir de 1975 en tant qu'ambassadeur argentin. On l'éloignait en fait des affaires du pays. Donc Isabelle pensait à ce moment-là reprendre le pouvoir, mais c'était pas possible, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une logique qui était lancée, et l'armée, encore une fois, renversa le gouvernement en 1976. On est toujours sans nouvelles à Buenos Aires d'Isabelle Perón, arrêtée hier matin, au moment du coup d'état militaire qui l'a écartée du pouvoir. Et amena une autre phase de dictature en Argentine, la phase de la dictature militaire argentine, dirigée par Videla, qui durera jusqu'en 1983, où voilà, la dictature militaire, pour tenter d'asseoir sa légitimité, décida d'envahir les îles Malouines, vous voyez, au large de l'Argentine, qui appartiennent au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni n'apprécia pas du tout, renvoya son armée et reprit le contrôle des îles, ce qui provoqua l'effondrement de la junte militaire argentine et le retour de la démocratie en 1983. Donc l'Argentine, depuis, est une démocratie, donc globalement assez stable, mais qui, voilà, c'est un pays très intéressant, qui a eu des phases extrêmement sombres, et qui a été surtout défini par cette notion de péronisme, qui est, comme vous avez pu le constater, quelque chose d'extrêmement vague, avec des gens comme de gauche, comme d'extrême droite qui s'y apparentent, et qui est quelque chose qui ne peut pas être défini extrêmement facilement. Rega se définissait du péronisme, alors que c'était quelqu'un qui allait assassiner ses opposants, et qui voulait, qui vouait un culte aux dirigeants fascistes. Voilà, donc c'est cette phase de l'histoire argentine qui était un petit peu compliquée qu'on a tenté d'expliquer aujourd'hui.